professeur Kabea Badiambou, je lui me pose une dernière question. Quelles sont les institutions qu'on peut supprimer de la Constitution? Si un jour on doit y penser, moi personnellement, je ne le dis pas aujourd'hui, c'est peut-être, nous avons un problème sérieux. Nous sommes devant un peuple qui ne lit pas, mais qui donne des opinions quand la question se pose. Alors, bon, Bouchab utilise un terme, il dit ce sont des constitutionnalistes de dimanche. C'est juste quand le problème se pose qu'il commence à réfléchir. Il dit non, c'est mauvais, c'est bon. Mais il ne lit pas ce qui a été écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les gens ont réfléchi avant même que tous ces problèmes ne se posent. Si vous lisez par exemple la Constitution, un projet à refaire de feu professeur Moukadi Boni. Moukadi Boni écrit ça en 2005, avant le référendum. Tout ce que vous dites, tout ce qu'on discute ici se retrouve là-dedans. Commencez par lire ça. Vous verrez qu'il avait déjà dit que c'est une constitution mauvaise, il faut changer tout. Il a écrit en 2005. Alors, il faut lire pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, il ne faut pas croire que c'est un débat nouveau créé en 2024. Non. Parce que déjà en 2005, lors du référendum, une grande frange de la population avait voté contre. Mais les raisons de ceux qui avaient voté contre sont consignées dans des écrits. Commencez par les lire. Ce n'est pas parce que la Constitution a été votée à 51% que les 49% d'autres Congolais, là, c'est des quantités négligeables. Il faut connaître pourquoi ils ont dit non. Déjà, le professeur tout à l'heure vous a dit que non, Kasaï central se retrouve dans des conditions alphabétiquement compliquées. C'est-à-dire, on a dit que tout ça, c'était bien. On a écrit là-bas que non, le président de la République n'a pas autre chose à faire qu'inaugurer les chrysanthèmes, tenir le discours à l'état de la nation et tout ça. Alors que du point de vue de la technique juridique, ça pose un problème politique. Le problème politique, il est le suivant. En droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique politique. Plus votre base de légitimité est large, plus vous devez avoir le pouvoir correspondant. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un au suffrage universel direct et lui confier moins de pouvoir par rapport à celui qui est nommé. Du point de vue de la technique constitutionnelle, ça n'a aucun sens. Comment un Premier ministre qui jouit du pouvoir réglementaire général peut avoir plus de pouvoir que le président de la République élu au suffrage universel direct, lui qui est simplement nommé, a tout le pouvoir. Et il n'y a que le pouvoir qui lui échappe, qu'ils sont donnés au président de la République, soit avec le contre-seing du même Premier ministre. Donc, alors, pourquoi l'élire alors au suffrage universel direct s'il faut l'enchaîner après? Alors, pourquoi on ne le met pas carrément qu'il soit élu au second degré, comme en 1960? En ce moment-là, sa base de légitimité étant mince, il peut se contenter d'avoir 2-3 pouvoirs. Tout homme dans ce costume-là, même vous, si vous êtes élu, vous avez l'onction du suffrage universel direct. On ne peut pas vous dire ne faites rien. D'abord, c'est illogique. Si on vous dit de ne rien faire, comment vous allez rendre compte à la population qui vous a choisi? Parce que vous êtes le seul à être choisi par tout le peuple sur toute l'étendue de la République. Mais votre constitution dit non, non, non. Là-bas, pour nommer les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, pour déclarer la guerre sur proposition du Conseil supérieur de la défense et proposition du Conseil des ministres. Et ensuite, pour déclarer la guerre, les 2 chambres du Parlement. Donc, vous voyez les sortes de choses qui le tiennent au bras, même quand il dit moindre escarmouche, je vais le faire. Mais quand je regarde le processus constitutionnel pour y arriver, ça peut lui prendre 8 mois. Ça peut lui prendre 8 mois. Il faut qu'il convainque les députés, les sénateurs d'accepter, de déclarer la guerre. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Voilà les quelques éléments. Alors, les choses à supprimer, personnellement, je vous dis, le Sénat, il faut oublier. Il faut oublier, je n'en vois pas la nécessité, sinon l'alourdissement du travail législatif, ça prend des délais. Dans un pays sous-développé, on ne peut pas se payer les luxes de faire des navettes de textes entre des chambres. Ça prend du temps. Si vous voulez une loi, vous prenez 8 mois, 1 année pour l'avoir. C'est un luxe. Les assemblées provinciales, quand j'ai fait le bilan des 18 dernières années, ça a passé plus de temps à chasser le gouverneur qu'à travailler.
Donc, si on évalue en termes quantitatifs le nombre des édits dans chaque province, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas travaillé. Alors, 18 ans après, c'est le moment de supprimer ça. Ouais, on peut supprimer et permettre au chef de l'État de nommer directement des gouverneurs qui seront contrôlés par la Cour de compte, l'inspection générale des finances et tout ça, et rendre leur compte au président de la République et au gouvernement. Donc, il y a moyen d'aller vite et de fonctionner. Ils peuvent travailler sur un programme. Parce que la conséquence, c'est que le gouverneur passe son temps à vouloir rassurer son siège plutôt qu'à travailler. Dans toutes les provinces, dès que vous êtes gouverneur, les députés vous disent, si vous ne donnez pas l'argent, vous quittez demain. Alors, vous êtes obligé de trouver l'argent pour les quorums au lieu de trouver l'argent pour faire des projets de développement. Et donc, ça tourne en rond. Déjà, chez nous, ici à Mbuji-Mayi, je crois qu'on en est au moins à 5-6 motions de censure depuis 2018. Ah oui. Donc, même ceux qui sont là, c'est sûr qu'ils ne vont pas trop traîner. Donc, oui, mais parce que comme il n'y a pas assez à manger, les députés vont dire, mais lui, il mange seul, nous, on n'a pas mangé, allez, on le met de... Alors, c'est un cercle vicieux. Mais entre-temps, nous rigolons, mais c'est le développement qui paye. Alors, il y en a qui me disent, mais quel est le rapport y a-t-il entre la Constitution et le développement? Mais ils ne comprennent rien. C'est les institutions qui font le développement. Si vous n'inventez pas de constitution qui vous amène au développement, ben vous n'aurez pas. Si ce sont des institutions chronophages, comme nous les avons là, non, on fait une loi, on l'adopte déjà, difficilement, 6 mois après, on envoie au Sénat, ça fait encore 3 mois, 4 mois là-bas, les temps que les chefs d'État promulguent, c'est-à-dire que vous perdez le temps pour vous développer. Vous perdez du temps. Voilà les quelques éléments de réponse. Hein. Ce n'est pas une parole d'évangile, mais quelques éléments de réponse. Mais comme on le sait, il ne faut pas avoir peur. Le droit constitutionnel sans la poudre. Vous ne pouvez pas parler de droit constitutionnel sans être taxé d'être pro-ceci ou contre cela. Mais il faut avoir le courage de ses opinions. Si un scientifique n'a pas de courage de ses opinions, ça n'en est pas un. Donc il doit avoir des opinions, on le défend. Voilà. Je crois avoir donné quelques éléments de réponse. Je crois avoir pris trop de temps. Non, non.